souhaiter la bienvenue à nos chers invités d'avoir accepté de prendre part à notre workshop intitulé Habitat et Covid, initié et conduit par le laboratoire Habitat et Environnement. Je profite par l'occasion aussi de féliciter Madame Bouadjaja, Assia. En fait, l'idée du workshop a été initiée par elle, bien sûr discutée au sein de l'équipe de formation du laboratoire, et pratiquement l'établissement du programme et le contenu, l'argumentaire, en grande partie a été orchestré par Madame Bouadjaja, bien évidemment avec la collaboration de Monsieur Drouaz Khirdine et Madame Dar Emina. Voilà, les deux enseignants responsables du laboratoire, du master Habitat du département d'architecture de Sétif. En fait, l'objectif, entre autres, du workshop, édition du workshop intitulé Habitat et PMR, personnes à mobilité réduite. On compte le programmer courant du mois de février, voilà. On est en train de travailler le programme, l'argumentaire et ainsi de suite. De toute façon, le programme vous sera transmis une fois peaufiné, rafistolé, ainsi de suite. Je tiens aussi également à remercier nos chers étudiants pour leur implication et pour leur engagement afin de mener ce travail de workshop. Je tiens aussi à leur lancer un message de profiter au maximum la présence de nos chers invités. N'hésitez pas à leur solliciter afin de vous aider à travers, via leur expérience professionnelle et ainsi de suite. Donc, ils sont là pour vous assister lors du déroulement du workshop. Je donnerai tout à l'heure la parole à Madame Bouadjaja. Elle va vous expliquer le déroulement du workshop, le contenu, le programme, ainsi de suite. Également, je tiens à remercier M. Khachibou Oussama, qui nous a aussi assisté lors de la confection du programme du workshop. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Pour conclure, je souhaite à toutes et à tous un excellent workshop et un agréable moment de partage. Et voilà, merci. Pour cette démarche que se construit notre atelier, donc notre workshop, les solutions préconisées vont être les solutions du groupe qui va être encadré par des personnes de différents profils. C'est des enseignants-chercheurs, des praticiens, et il va y avoir, j'espère que les invités de l'OPGI, la DEP et l'Urbase vont arriver. Et donc nous pensons, dès le début d'ailleurs, le jour où on s'est rencontrés le 4 juillet à Alger, j'avais dit que on pouvait faire le meilleur livre blanc qui puisse exister. Si on ne le fait pas par rapport à notre contexte, ça va être le coup de fouet dans l'eau. Donc il me semble qu'il faut impliquer tout le monde et qu'il faut que chaque personne, à partir de sa position, à partir de sa responsabilité, puisse prendre part à ce projet. Sinon, tout ce qu'on va faire va avoir le sort de toutes les lois sur la ville, etc., que l'Algérie a connues et qui sont restées lettres mortes. Donc le programme, vous l'avez, l'argumentaire, vous l'avez. Donc j'ai parlé, j'insiste sur l'aspect collaboratif. Et j'insiste aussi sur un autre aspect, c'est-à-dire quand on parle du rapport ville-santé, qui se décline aujourd'hui par rapport à la conjoncture actuelle en habitat Covid, on en a parlé un peu théoriquement à travers le 4 juillet, on en a parlé le 18 novembre à Oran, mais ce qui m'a interpellée, c'est d'essayer de réfléchir aux transcriptions architecturales. Et c'est là où personnellement, avec le groupe, M. Kharchi, M. Drouaz et M. Rahman, nous avons pensé à passer du concept habitat Covid vers des concepts, ce qu'on appelait des concepts opératoires. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui sont à mi-chemin entre la pratique et la théorie.
Et je pense que le propre de notre discipline, je dirais pas notre métier, parce que ici nous sommes en train de développer les éléments en faveur d'une discipline et pas seulement en faveur d'un métier. Donc le propre de notre discipline, c'est d'allier savoir et savoir-faire, d'allier théorie et pratique. Donc les 4 concepts sur lesquels nous allons travailler et que nous pensons sont directement en rapport avec cette problématique du rapport entre l'habitat d'une façon générale et la Covid, c'est donc la flexibilité, la polyvalence, le rapport à la nature et enfin la diversité et la multiplicité des parcours. Donc, on vous a transmis l'énoncé, on ne voulait pas le transmettre bien avant parce que sinon ce ne seraient pas les résultats d'un workshop. Donc, on l'a fait juste la veille pour que vous puissiez vous documenter un peu déjà sur ces concepts-là qui vont constituer ce qu'on a l'habitude d'appeler les sous-bassements théoriques de votre projet. Qu'est-ce que c'est que la flexibilité, qu'est-ce que c'est que la polyvalence, comment on peut envisager le rapport à la nature, etc. Voilà, donc, et j'espère que ces idées-là vont avoir la possibilité d'être peaufinées, d'être mieux élaborées demain à travers les interventions d'un certain nombre de personnes. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie. Donc, de revenir à mon institut à travers cette toute petite participation. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la cité Belkhir Hassan, 750 logements, qui était le sujet d'étude lors de mon PFE en 2019-2020, encadré bien sûr par Madame Bahadjaja, qui était mon thème de PFE était intitulé « La qualité de vie dans les grands ensembles, intervention sur une partie de la cité Belkhir Hassan » et 750 logements. Alors, l'entité d'intervention, elle est située, notre entité d'intervention, elle est située dans la cité. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le curseur. Oui, mais chauffouge. Ah, c'est bon, c'est bon. Hein. Donc l'entité d'intervention, elle est là. C'est dans la cité de Belkhir Hassan. Elle fait partie donc du plan de modernisation urbain, plan d'urgence, un des premiers grands ensembles réalisés à Sétif dans les années 1970 à peu près, construit par Monsieur Qaddour Saqlouli. Donc la cité Belkhir Hassan, elle est située au nord-ouest du noyau central de la ville de Sétif, pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr la cité. Pour les points de repère, nous avons l'école paramédicale, elle est à l'est de la cité, le CEM Radjati au sud et un peu plus bas le CHU Saadna Abdelnour. Ça c'est pour le plan de situation. Ensuite, pour ce qui est l'entité elle-même de cette cité, elle est constituée de 2 types. Nous avons 2 types de bâtiments. Alors, le premier type, nous l'avons appelé bar. Il est constitué de 4 bâtiments, comme vous pouvez le voir. Et les autres bâtiments, ce sont des bâtiments autonomes. Il y en a à peu près 10. Ils sont bien sûr situés tout au pourtour de l'entité par rapport au chemin de grue de l'époque. Là, on peut voir les photos des bâtiments autonomes et là, une partie de la barre. Alors, ensuite, là, c'est une modélisation 3D réalisée lors de mon PFU aussi, où on peut voir que nous avons un site très accidenté. Là, pour la coupe AA, là, on peut voir qu'on a une pente de 6%, le point le plus haut est de l'ouest vers l'est, et pour ce qui est BB, nous avons une pente de 9,2%. Là, on peut voir que nous avons un site très très accidenté et qui va justement, et non aménagé. Et donc,
ce non-aménagement depuis sa construction, il ne permet pas aux habitants de s'approprier l'espace et de pouvoir se l'approprier d'une manière spontanée. Et en plus, il n'est pas aménagé, donc il ne favorise pas du tout la vie extérieure. Les seules parties plus ou moins, on va dire, aménagées, c'est cette plateforme. Elle était dessinée au début, elle était dessinée pour un terrain de sport. Ensuite, elle n'a pas été réalisée. Ensuite, elle a été squattée par des parkingers où les habitants stationnent leurs voitures. Ensuite, il est devenu un terrain de jeu pour les enfants. Donc, et c'est une entité avec une très faible densité, avec 23% de bâtis et de 77% de non bâtis. Là, c'est les plans d'un seul bloc, c'est le bloc C27. La configuration de cette barre, elle est au rez-de-chaussée. Nous avons des F4. Au premier, deuxième, troisième étage, nous avons des F3. Et au dernier étage, nous avons des F2. Alors, pour le rez-de-chaussée, nous avons pour les deux extrémités de la barre, c'est-à-dire maintenant une entrée, nous avons une deuxième entrée privée par perron qui donne directement sur le salon, parce que la configuration ici, c'est que le salon n'est pas situé à l'entrée de l'appartement, mais il est situé tout au fond, c'est-à-dire on doit passer par la cuisine, les chambres pour arriver au salon. L'espace extérieur, c'est les balcons. C'est un petit balcon qui relie en fait les bâtiments entre c'est la même configuration que le rez-de-chaussée, sauf qu'on a une chambre en moins. Ensuite, pour le dernier étage qui est des F2, nous avons l'espace extérieur n'est pas situé sur le balcon des étages inférieurs, mais il est situé sur une chambre. Est-ce qu'il y a une terrasse justement qui donne directement sur le séjour? Vous ne pouvez pas voir, je crois que tous les appartements du dernier étage ont été modifiés. Oui, on a rajouté cette pièce extérieure à l'espace intérieur. Alors, nous avons une relation directe entre l'espace public, entre la sphère publique et la sphère privée, ce qui induit forcément à des problèmes d'intimité, de vis-à-vis, de sécurité, surtout pour les gens qui habitent le rez-de-chaussée. Ça, c'est la première spécificité. Ensuite, nous n'avons pas, je crois que vous avez visité ces bâtiments, nous n'avons pas une cage d'escalier comme la barre. C'est toute une partie cage d'escalier. Là, en quelque sorte, alors, là, c'est l'entrée du bâtiment. On monte 5 à 6 marches. On trouve 2 appartements F3. Ensuite, on monte, c'est le rez-de-chaussée bas. On monte 8 marches. On trouve le rez-de-chaussée haut. Et c'est 2 appartements. Là, donc, quand on arrive ici, tout ça, c'est un espace de circulation de dessert. Là, on a le vide pour l'éclairage zénital, pour éclairer cette partie. Aujourd'hui, ces cours n'existent plus. Enfin, ils existent, mais ils ont été complètement modifiés. Là, c'est pour voir à peu près, c'est une axonométrie éclatée du F4, pour voir à peu près les espaces, comment ils sont agencés. Donc, comme je disais, là, c'est le F4, là, c'est le salon, c'est le balcon, les chambres et le sanitaire, et la toute petite cuisine qui donne sur le loggia, qui a été par la suite appropriée par les gens, et bien sûr. Alors là, j'ai mis quelques photos pour que vous arriviez à voir. Donc là, cette partie qui donne sur les F4, on peut la voir ici. Le vide sur la cage. Là, c'est l'entrée des bâtiments, comment elle est configurée. Il y a quelques bâtiments. Là,
c'est par rapport à l'emplacement de chaque bâtiment et par rapport à la topographie du site. Alors nous avons des blocs où, là, en arrivant à ce niveau, il y a une autre porte qui va mener vers d'autres appartements. Ce sont des vides sanitaires. Alors, on ne sait pas si c'était aménagé dès le départ comme des appartements ou bien ce sont des vides sanitaires qui ont été appropriés. Parce qu'en faisant l'exploration de notre site à l'époque, c'était en plein Covid, on pouvait pas avoir plus d'informations. En tous les cas, les seuls, là, je crois que c'est un avocat ou je ne sais pas. Normalement, c'est un avocat ou huissier de justice. On peut voir qu'il y a 2 appartements et la hauteur sous plafond, elle est normalisée. Donc, il me semble que c'était dès le départ conçu comme des appartements habitables. Quand on arrive à d'autres blocs où, justement, cette porte, elle n'existe pas. Elle est fermée, donc on ne peut pas voir ce qu'il y a en dessous. Là aussi, pour ce qui est de la hiérarchie du public au privé, c'est une relation complètement directe entre la sphère privée et la sphère publique. C'est toujours les mêmes problèmes d'intimité, de sécurité et de vis-à-vis. Et pareil, pour ce qui est le vide sanitaire. Oui, d'ailleurs, une fois en explorant le site, il y avait un bâtiment, je ne me rappelle pas si c'est le C34 ou c'est le C35. En tous les cas, en principe, c'est le bâtiment où il y a le médecin Laker, Rabeh Laker. On avait trouvé des jeunes de la cité. Il y avait une toute petite porte quelque part. Ici, on a réussi à entrer et c'était des vides sanitaires, carrément. C'est-à-dire que c'était pas du tout un espace habitable. Donc, ces appartements se distinguent d'un bloc à un autre et par rapport à l'emplacement de ces derniers. Le vide sanitaire, il est semi-enterré. Le côté est le côté plutôt ouest, pardon, est plus haut que le côté est. Donc, les années 70, on jouait Fedra Bakharbej. Et après la réalisation du projet, même si vous pouvez le remarquer au niveau du plan de masse, qu'il n'y avait aucune prise en charge de l'espace extérieur, soit au niveau de la conception ou bien de la réalisation. J'ai vu hier, après, 2 jours avant, la PC de Sétif, ils ont essayé de nettoyer, les espaces, je ne dis pas l'espace public, je dis les espaces extérieurs et résiduels dus par rapport au système constructif. Donc, même après 50 ans d'existence, 50 ans d'existence de cette cité, on continue toujours de ne pas avoir un espace de jeu pour soit les enfants, soit pour même des allées pour se balader, pour les vieux, les retraités, etc. Donc, autre chose, c'est un conseil, moi je le donne toujours aux étudiants, vu la mentalité de l'Algérien, évitez toujours d'avoir un vide sanitaire, vous pouvez me corriger, Cheikh, au-delà de 1,60 m. Parce que dépasser 1,60 m, on commence à penser comment l'exploiter, etc. Et lorsqu'on intervient au niveau des vides sanitaires, on risque de toucher le système de l'assainissement des eaux usées. Donc le problème de l'assainissement sanitaire, des vides sanitaires, il se pose au niveau des 750 logements et au niveau des 1000 logements. نشوفوا هكذا نفوتوغرافي ونشوفوا la semelle déjà elles sont arrivées aux fondations. C'est très dangereux pour les habitants de cet immeuble et aussi les personnes qui vont exploiter ce vide sanitaire. La ville en entité fermée. Il y a la possibilité de jouer sur la forme de l'enclos. On garantit la résidentialisation et en même temps on participe à la fabrique de la ville. On ne va pas créer des entités qui sont antinomiques avec l'espace urbain et la vie en ville.
très intéressant. Je crois qu'on va scinder la communication en deux parties. Alors, salam alaikum, sabah alaikum, bonjour à tous. Je vous remercie de cette invitation aussi, de cette excellente organisation que l'université nous a offert. Alash Goult, j'ai modifié la communication TAI parce qu'effectivement, hier, on a eu un débat avec Karim et Sdiq. Oui, Karim ne devait pas intervenir, mais je pense que je vais l'inviter à prendre la deuxième partie de la communication parce qu'il a posé des problèmes qui sont très sérieux, à mon avis, concernant la prise en charge du problème de Covid. Alors, en lisant l'énoncé de l'exercice, moi j'ai compris que c'était un exercice pratique. Oui, je pense à la wilaya ou le ministère qui va donc financer peut-être un programme de réhabilitation, non, sur la C, non? Ou là c'est une idée qui est pédagogique. Bon, alors ça m'a donné d'autres idées. Je pense que je vais rebondir sur un autre élément, parce qu'effectivement c'est important qu'on commence à faire aujourd'hui de la pratique et une rétrospective sur ce qui s'est passé. Il est clair qu'après la journée du 18 تاع وهران, que je pense qu'on va partager معكم une fois que les vidéos seront disponibles عند Karima Anouch. Donc on va les mettre sur la plateforme pour que l'ensemble des étudiants, là, les professionnels puissent aussi les partager. Belkoula qui est enseignant في وهران قال لي on n'a pas assez de recul sur le Covid. C'est peut-être une pandémie qui va durer que 2 ou 3 ans ou 3. Mais en réalité, avec le temps, je me dis que ça ne va jamais disparaître. Ça veut dire que ce sont des choses sur lesquelles c'est des choses avec lesquelles on devra vivre et avec lesquelles on devra composer. Donc, si j'en crois le manifeste de l'OMS, l'assainissement jusqu'aux énergies non polluantes dans les établissements de soins. Vous remarquez que l'OMS parle uniquement de soins. Alors, là, j'ouvre une parenthèse et je pense que la pandémie a déjà, ou alors, Hnaya, en tant qu'acteurs sociaux, étant géographes, sociologues, architectes, urbanistes, avons trop laissé la responsabilité de gérer la pandémie par les médecins et par les politiciens. C'est-à-dire que lorsque les médecins ont décidé qu'on devait prendre comme ça, porter des masques et à être 1,50 m de les uns des autres, ils n'avaient pas forcément pensé qu'ils allaient modifier la nature de l'espace. C'est-à-dire que l'espace l'unité terrienne, le mètre carré, donc systématiquement c'est devenu le mètre carré et demi. Donc si un logement théoriquement devait faire 100 mètres carrés, avec les recommandations des médecins, il devrait faire 150 mètres carrés. C'est une réflexion basique d'un architecte. C'est-à-dire, je transpose 1 mètre, 1,5. Et si demain, il devait approuver que c'était 2 mètres la distance, donc il va nous là 200 mètres carrés. Et donc c'est compliqué autant pour les médecins et c'est compliqué autant pour les politiciens de trouver les solutions parce que les architectes, les urbanistes, les sociologues ne se sont pas assez impliqués dans la prise de décision. Je pense donc qu'il est important aujourd'hui, après 2 ans de pandémie, qu'on se mette d'accord et qu'on commence à donner l'échiquier mondial, que les architectes, les urbanistes, les sociologues, les géographes, devraient réfléchir à comment on devrait forcément utiliser l'espace, notamment l'espace public. Le troisième point de l'OMS parle d'assurer une transition énergétique rapide dans l'intérêt de la santé. Toujours le problème de la santé. Donc personne ne parle de l'espace ou de l'être humain. Je vous laisserai promouvoir les systèmes alimentaires sains et durables, construire des villes saines et vivables. Et comment on va le développer, je pense, lors de nos workshops. Cesser d'utiliser l'argent du contribuable pour financer la pollution. Ça veut dire que si aujourd'hui on utilise l'argent du contribuable pour des usines, pour des transports polluants, je pense qu'il y a donc matière à réfléchir. نعطيكم un exemple. في العامين اللي فاتوا ولا في ال5 سنين ولا في avant l'installation du tramway هنا عندكم في سطيف, on devait prendre le bus, on devait se déplacer en voiture. Aujourd'hui, je remarque que l'université, par exemple, que la wilaya, que a fait l'objet d'un tracé donc de transport. Ça veut dire que la mobilité joue un rôle très important. Même بصح
si on doit appliquer les règles de l'OMS, pour ne parler que du simple fait du transport et de la mobilité urbaine, et là, quand il est obligé d'être isolé dans sa voiture, qu'advient-il de la ville? Ça veut dire que les villes sont surchargées. C'est le problème que nous avons tous connu. Les transports en commun, c'était bien la première semaine parce que tout le monde utilisait la marche à pied. C'est bien pour des villes comme Sétif, peut-être parce que c'est plat au niveau du centre-ville, mais pour des villes comme Alger, pour des villes comme Oran, c'était pas du tout agréable de marcher et de prendre des pentes de 20 ou de 30%. Zid ala dalik, l'utilisation accrue de la voiture a augmenté la pollution. Ça veut dire qu'on est en tanaqud mal les orientations de l'OMS. Ça veut dire que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sérieusement à cette pandémie, non pas en prenant les énoncés tels qu'ils sont actuellement dictés par les politiciens et par uniquement les médecins. Je n'ai rien contre. Ils ont un problème à résoudre. Ils l'ont résolu d'une manière médicale. Par contre, nous avons la responsabilité de le régler d'une manière sociale. Qui va donner pendant 3 mois dans un espace exigu, on s'est rendu compte finalement que le logement tel qu'il a été pensé par les hygiénistes n'est pas forcément, par les modernistes, n'est pas forcément une des meilleures solutions. Je vais m'en arrêter là parce que je pense que je vais développer les autres axes au niveau des je vous ai dit que j'avais modifié. À la lecture aussi de l'exercice, Anine Chouf Belli, les plans que nous avons, donc c'est une cité qui a été en 75, mais j'ai pas bien suivi, 70. Ce sont exactement les mêmes que nous utilisons en 2020 et en 2021. La seule chose qui a changé, c'est la pseudo-technicité où on passe par des systèmes de voile dalle. Et je passe ce détail parce que je suis contre. ولكن أنا نشوف باللي on habite en 75 exactement de la même manière les années 2000. هذه c'est l'industrialisation accrue du logement et de l'espace habité. Donc j'aimerais qu'au niveau de votre atelier, votre workshop, vous réfléchissiez à cette notion. L'espace encore, je trouve, était meilleur parce que bien que vous l'aurez remarqué, les paliers desserrent 4 logements, mais en réalité, ils desserrent 2 logements par demi-palier, ce qui est très intelligent. Est-ce que vous savez que, je le savais sûrement, que lorsqu'on utilise les demi-niveaux, c'est un choix de l'architecte, c'est un choix sensé de l'architecte. C'est parce que, en général, on a des courbes de niveaux sur lesquelles il faudrait qu'on s'implante parce que les demi-niveaux nous permettent une meilleure adaptabilité à la morphologie du site. Mais même je fais le détail, vous êtes en 5e année, donc je pense que vous le connaissez. Et Lyon, ce qu'on constate sur la quasi-totalité, si ce n'est pas la totalité des logements que nous proposons à nos citoyens, c'est un plan donc tout à fait homogène sur n'importe quelle situation topographique, ce qui est pas normal du tout donc à mon avis on devrait déjà commencer par pour conclure et tendre la perche Karim tfaddal à mon ami Karim Louni. Hier on en parlait et on a oublié on a oublié en tout cas personnellement je l'ai oublié ce point, c'est que la rapidité de rejoindre les distances a fait que aujourd'hui, on ne peut plus parler d'espace finalement urbain, suburbain, l'Ikda. C'est vrai, il a raison, Karim. Une ville, quand je dis les années 70, la ville de Blida, ou la ville de Borj, qui est à 50 km à Djibda. Aujourd'hui, on peut le faire avec les moyens de transport, on peut le faire en 10 minutes. Ça veut dire, on ne peut plus négocier, si vous voulez, les distances telles qu'on le négociait avant. On ne peut plus réfléchir l'espace tel qu'on le réfléchit avant. Avant, on allait chercher nos aliments, maintenant on se fait livrer. Ainsi donc, j'aimerais que l'atelier et que le workshop pensent à ce détail. Parce qu'il est très très important que nous comprenions tous que Covid a modifié nos réflexes. Les attaques des prédateurs, qu'ils soient animaux ou êtres humains, le plus souvent pour la maîtrise d'un point d'eau ou d'une zone fertile. Pour essayer de remonter dans l'histoire de l'humanité, comment on est arrivé à construire, quelque part. Au fil des siècles, et à ce jour, les méthodes ont évolué, mais les enjeux n'ont guère changé. Les hommes se font toujours la guerre pour le contrôle des ressources naturelles.
l'homme a cru à être arrivé à maîtriser la nature. Il a fait preuve d'ingéniosité au fil des siècles pour améliorer ses conditions de vie. Il a construit des villes, édifié des immeubles de plus en plus sophistiqués qui pouvaient lutter contre les désagréments de Dame Nature, des vents, des tempêtes et contre les effets dévastateurs des séismes. Ce dernier siècle, la technologie et la maîtrise progressive de la nano-industrie présageaient pour l'humanité un avenir des plus développés, du moins pour la rive nord de la Terre, tandis que ceux de la rive sud, comme nous, se relevaient tant bien que mal de leur sous-développement. Nous assistons à de nombreux pays développés qui mettent en place des politiques pour transformer leur ville en Éden vert, en ville environnementale, etc. Ainsi, l'homme est devenu le maître de la Terre. Sauf que un petit nanovirus est venu contrer l'homme de ses rêves de nano-industrie. Ce virus s'est présenté à l'homme à la juste échelle de ses prétentions, lueur de son existence sur Terre. On se cache sous un arbre, on se cache dans une grotte pour pouvoir lutter contre Dame Nature. Ça a commencé comme ça. On a fait la boucle, on est revenu à la case départ. Donc, toute l'organisation de la cité humaine, des villes et des campagnes, des espaces de travail, d'enseignement, des sports, des loisirs est remise en cause. De nouvelles pratiques sont testées, adoptées ou partagées. La conception de l'habitat pour les professionnels, que sont les architectes, urbanistes et sociologues urbains, qui peinaient à faire aboutir des zones polyvalentes où il était possible de se loger, travailler, avoir des loisirs dans un subtil mélange, au demeurant toujours à l'état expérimental et non abouti à ce jour, est apparemment condamné à s'adapter. Désormais, on a découvert les vertus de l'habitat entreprise, avec le recours au télétravail, de l'habitat modulaire, au logement, de l'habitat modulaire qui évolue au rythme de la famille, mais aussi en fonction des besoins d'isolement au sein du logement et de l'habitat sport, avec des cours en ligne suivis à la maison ou le garage ou la terrasse aménagée en salle de sport. Pour donner un exemple de l'adaptabilité du logement qu'on a été obligé de faire pendant la période de la pandémie. Les deux évolutions les plus frappantes étant l'habitat écran ou l'habitat connecté, car le numérique est désormais partout et provoque une réflexion sur l'organisation du logement et la répartition des pièces, et dans certains pays, même l'habitat propre, même si cela est encore au stade embryonnaire, dans lequel les eaux usées sont recyclées, la consommation d'énergie maîtrisée, l'électroménager économe, etc. La Covid-19 est un catalyseur de transformation numérique qui s'opère à marche forcée avec le confinement, par la pratique de l'éducation et de l'enseignement via le net, ainsi que le recours aux achats en ligne et au télétravail. Vous êtes bien d'accord que ça a changé nos habitudes. Maintenant, on se fait livrer, on est connecté toute la journée, donc ça a complètement perturbé tout l'établissement humain et tout le concept de l'habitat qu'on connaissait jusqu'à présent. Dans un logement, et qu'à d'habitude, il y avait une espèce d'adaptabilité, les gens n'étaient pas en même temps dans le logement, donc on arrivait à coexister. Mais forcer 9 personnes qui habitaient dans un F3 déjà confinés, et les confiner de manière obligée, forcée, c'est devenu invivable. On a vu des couples exploser, des familles se séparer, enfin c'est de par le monde, hein, je ne parle pas de nous, pas spécialement. Les habitants sont à la fois vulnérables et plus exposés. De plus, ces populations qui sont dans ces cités-là représentent le grand nombre des travailleurs qui assurent la résilience et le fonctionnement au quotidien de la ville. C'est en fait la couche moyenne, c'est les chauffeurs, les livreurs, les vendeurs, les infirmiers, qui habitent les couches moyennes et les résidences disons moyennes dans les villes. Le fait d'être confiné, ça a bloqué complètement la ville. Donc la crise sanitaire a accentué certaines grandes notions et en réflexion. Au demeurant, on a encore abouti, notamment la capacité d'adaptation ou d'adaptabilité, la question de la frontière aussi, est soudainement transformée et impose une réflexion sur la réorganisation et les possibilités d'évolution du logement. La notion d'adaptabilité, aussi bien du logement que des espaces extérieurs, collectifs ou semi-privés. Comment conjuguer la nécessité de ces espaces de cohésion et de rencontre avec la rigueur imposée par la distanciation sociale. Parce que le problème se pose avec ce paradigme. Ça devait être en fait la réunion de la famille ou les espaces semi-privés qui devaient donc réadapter ou favoriser l'échange entre les habitants jusqu'à l'espace collectif au sein d'une entité avec l'espace anonyme de la ville. Or, ces espaces-là ne sont-ils pas antinomiques avec les notions de distanciation? Est-ce qu'on doit concevoir ces espaces de la même manière? Et puis, une autre notion est venue se rajouter, c'est la notion de connectivité.
Aujourd'hui, quel sens a un séjour quand 4 personnes sont assises sur le salon, chacun est connecté sur son smartphone et ne se parle pas? Donc en fait, la notion de distance que nous connaissions avant pour pouvoir être en contact avec un ami ou une personne, c'était la notion de distance physique. Car pour parler à quelqu'un, il faut que je me déplace. Le téléphone avait réglé un tant soit peu les choses, mais aujourd'hui, la notion de réseau et d'échange fait que les gens peuvent être dans le même salon, ne se parlent pas pendant 5 heures, et chacun est connecté à une autre famille. La famille connectée, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les autres réseaux sociaux, fait que la notion d'échange est complètement perturbée. Donc la connectivité est un paramètre à prendre en charge, que l'on veuille ou non, pour édifier les espaces et concevoir les espaces d'échange de demain. Et c'est la même chose pour la notion d'espace collectif. Est-ce qu'il faut rester dans le même paradigme par rapport aux paramètres et aux normes pour concevoir un espace semi-collectif ou collectif, puisqu'on favorisait les gens à agir, et comment favoriser, revenir à la notion qu'on a perdue, qui est l'humanisation des échanges. C'est-à-dire que l'homme a perdu toute la notion d'humanisation, ou dans la mesure où l'échange physiquement entre les gens qui sont proches tend à disparaître, puisque nous sommes toujours connectés avec des gens qui ne sont pas à côté de nous. Et donc notre rôle, nous, c'est de pouvoir, comme acteur social, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que la conception des espaces collectifs semi-privés puisse remettre et faire renaître cet échange qui doit exister entre les gens qui sont proches physiquement. Que la famille puisse revenir à rediscuter et non plus être à 5 personnes dans un salon en train d'être connectés, personne ne se parle. Donc c'est pour ça que nous devons faire preuve d'ingéniosité dans cette notion. Et puis cette notion de distance aussi, et de connectivité, elle n'est pas simplement via le net. Aujourd'hui, on n'a plus la même approche, comme disait Zelouel tout à l'heure. On n'a plus la même approche sur la distance. Que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau d'une même ville, la notion de distance par les transports maîtrisés aujourd'hui fait que nous ne concevons plus la distance comme il y a 50 ans. Une ville périphérique qui était à 50 km était considérée comme la périphérie de la ville. Or, aujourd'hui, avec les trains et les tramways, etc., 5-10 minutes de connectivité fait que ce n'est plus une périphérie. C'est une continuation, c'est vraiment la centralité qui a explosé par la notion de la distance, qui n'a plus la même signification. Puisqu'on peut rejoindre une ville de 50 km en 10 minutes. Donc, est-ce que nous pouvons considérer que ces villes-là, satellitaires, sont de la périphérie aujourd'hui? Donc, toutes ces notions-là, enfin, je ne vais pas vous perturber, puisque notre expérience et notre exercice d'aujourd'hui se situent au sein d'une entité d'habitat au centre de la ville, qui, en fait, d'après ce que j'ai lu, pose le problème de la conception des espaces de regroupement et de l'appropriation des espaces extérieurs au logement. Moi, je trouve que cette entité sur le logement, ça a bien maîtrisé, au niveau des blocs. Simplement, la cohésion du tout fait que le chemin de grue qui a servi à la conception originelle a fait qu'il n'y a pas de conception d'espace au-delà du logement. Il y a effectivement un alignement périphérique qui se fait, mais tout le travail sur la définition de l'échelle des espaces d'extension du logement n'existe pas. Donc je rebondis 2 minutes sur les expériences qui ont été faites sur la résidentialisation, qui était partie dans l'expérience dans les années 80, fin des années 80 en Europe, l'expérience de la résidentialisation qui était en fait les interventions sur les grands ensembles. Les grands ensembles n'ayant plus la notion de rue, n'étant plus ne prenons pas en considération la construction de morceaux de ville dans les grands ensembles. Fait que la notion de résidentialisation est venue pour donner un peu d'humanisme dans des grands ensembles. Donc on passait, ça dépend des exercices, on passait par la démolition des fois certains immeubles, l'introduction d'activités autres que le logement, c'est-à-dire mettre des espaces de regroupement, des crèches, des salles d'expo, des petits cinémas, des petites activités qui pouvaient permettre le regroupement et le loisir dans la cité. Mais la notion la plus importante, c'est qu'on pouvait passer d'une notion d'un logement ou d'une entité d'habitation qui pouvait faire 500 logements, à ce qu'on puisse construire des petites entités plus humaines, à revenir à 50 logements, 40 logements, en démolissant, en redéfinissant l'organisation du plan masse, en redéfinissant des alignements par la construction et l'édification de petits équipements qui, eux, permettaient de faire des petits îlots humains.
Donc on redéfinissait des figures urbaines, on mettait des petites places, on dessinait des alignements faits avec une crèche ou un petit centre commercial, mais fait à l'ancienne, qui permettait de revenir à la notion du dedans-dehors. L'immeuble où il y avait un espace perdu entre deux bâtiments, on ne savait pas quoi en faire, parce qu'en fait tout ça, ça renvoie à la notion de l'espace qui ne peut être conçu en tant que tel s'il n'est pas en 3D. Un espace n'est approprié par l'œil et par l'homme que si c'est une notion de volume, de la troisième dimension n'existant plus, puisque les bâtiments s'arrêtaient à des immeubles à édifier et l'espace affecté en plan masse comme étant l'extension du logement ne pouvait pas être privatisé parce qu'il n'y avait pas la troisième dimension. On s'approprie un espace, pas une surface. Donc les gens, le réflexe de tout un citoyen et des immeubles collectifs, c'est de s'approprier et de mettre une petite clôture à l'espace vert attenant au logement. Parce qu'ils se l'approprient. À la façade de l'immeuble, ils mettent une clôture pour se l'approprier. Et ce réflexe-là, les architectes l'avaient compris en disant, on va leur donner la possibilité de s'approprier un espèce de cœur d'îlot nouveau. Mais pour que ce ne soit pas les îlots qui vont à l'encontre des problèmes hygiénistes, on considérait que sur un immeuble qui faisait 5 étages, on construisait un rez-de-chaussée, un R+1, comme un peu le fait Pouillon, pour clôturer, c'est la notion de l'îlot semi-ouvert ou semi-fermé. On construisait avec un rez-de-chaussée ou un R+1 des petits équipements qui fermaient les îlots et qui permettaient à ce que les gens puissent dire ça c'est la continuité de notre logement. C'est un cœur d'îlot qui s'appropriait parce que la troisième dimension est venue édifier et fermer cet espace extension de l'immeuble. Et c'est comme ça, en fait, que des cités qui faisaient 300-400 logements étaient partagés en petits, et des fois, ils arrivaient même à démolir certains parce qu'ils voulaient faire une piétonne, et ils font des petits îlots plus humains. Et là, on leur donnait même, et puis c'était la couleur qui changeait, l'espace, le caractère, ils donnaient un caractère à chaque entité. C'est en fait ça, en fait, la notion de résidentialisation. Je préférais vous faire un petit aperçu pour que vous compreniez que des réflexions sur ces thèmes-là ont été faites. Maintenant, ça, il n'y avait pas la Covid. Comment maintenant revenir à ce type d'expérience, mais en introduisant la Covid. Voilà. J'espère que j'ai été utile pour vous. Merci. Et on passe au workshop, donc on commence à travailler sur les exercices. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bon, d'abord on vous souhaite la bienvenue, merci d'être là. Et donc l'exercice, les étudiants sont répartis en 3 groupes, l'espace extérieur, l'espace intermédiaire et l'espace du logement. Donc on passe aux ateliers et puis on va discuter tous ensemble. J'insiste sur le caractère collaboratif des étudiants, mais aussi des étudiants avec l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Merci. مي ما كفاش لي زيسكاليي في لي زيتاج انفيريور عندنا ار وي ناريف با مالغري عندنا غير ار بلس 4 في les années 50 il y avait une proposition de la part des maîtres d'ouvrage. قال يا جماعه il y a trop de logements, il y a trop de familles. Alors la proposition étant faite par l'architecte, نقسم le nombre d'habitants en 2. C'est-à-dire au lieu qu'on soit à 50 le même bâtiment, on est à 25. Les 25 li khorjou, ceux qui acceptent de sortir, نعطيلهم un logement جديد في جهة واحدة أخرى. و les 25 li قبلوا يقعدوا, ils prennent le logement à côté ويوسعوا على روحهم. C'est un peu dans ce sens les راني نحكي. Il est peut-être préférable de déloger pour augmenter le bien-être. Réduire le temps. Donc j'aimerais qu'on parle d'une autre notion. On ne parle plus de confort, mais on parle de bien-être. Où il y a la différence entre le confort et le bien-être. Le confort, il est individuel,
Mais le bien-être, il peut être collectif. C'est ça la différence. Le mise en point, comme la flexibilité, la polyvalence. Aussi quelques exemples qui m'ont ailleurs. Toujours chercher l'inspiration, aussi chercher. Mes collègues on discute la situation, proposer quelques solutions en collaboration. Fusée, mais on a orienté différemment, c'est-à-dire les réflexions sur une technologie, on va dire, qui m'a de bon sens. Oui, on arrive à maîtriser les aspects environnementaux, on va dire, vent dominants, et même la flexibilité, la polyvalence, l'espace pour qu'il soit un peu dynamique, pour qu'il soit les ambiances, et c'est fondamental. Oui, on les a orientés avec, c'est-à-dire et qu'il y a un problème de péril, si un incendie se déclare au 5e étage, il faut des protocoles de réflexion rapides pour évacuer le bâtiment. Donc autant l'intervention de l'homme doit se limiter au minimum. On a recherché toutes les techniques et toutes les possibilités pour que la détection de l'incendie se fasse rapidement, la réaction de la machine pour éteindre le feu se fasse rapidement. Et là, progressivement, avec le développement de l'informatique, on est arrivé à mettre des logiciels en place, et ces logiciels s'introduisent dans tous les lots techniques, de telle manière à ce que la détection se fasse rapidement et l'intervention se fait rapidement. Donc la solution de gestion centralisée du bâtiment et de la domotique, elle est à comprendre avec la notion de gestion. Comment ça s'appelle? Jarra hadik tاع الماء en poterie. La jarre, tout simplement. بالعربية j'ai perdu le mot. Voilà. يبرد الماء يعاود يدخل l'habitation, il refroidit tout ça. C'est une climatisation naturelle, c'est de la technologie, etc. Donc on peut retrouver des procédés qui existent chez nous, des matériaux qui existent chez nous et qui répondent à des problématiques extrêmement pertinentes, locales et peu chères. L'exemple du capteur, je vous invite tous à aller faire des ateliers, à découvrir comment on utilise ça. C'est un matériau qui répond aux normes été frais, hiver chauffant. Elle a bien dit tout à l'heure l'exemple de Cerda, lorsqu'il a dit la calèche va disparaître, subhanallah. Oui, il était conscient. C'est pour ça qu'il a tronqué les angles d'îlot à 45 degrés, c'est pour permettre aux uns aux autres de se voir quand ils ont une voiture. Parce qu'il a dit demain, il y aura des machines, il ne savait pas c'est quoi. Mais quand ils ont vu la technologie déjà, la machine à vapeur a dit demain on aura plus de vitesse à traverser la rue, donc on aura plus besoin de visibilité. Parce que c'est pas un problème. Mais en voiture, ça pose problème. Vous voyez, donc ça donne des accidents, ça donne des gdas. Lui, au moins, il a eu le privilège de penser à tronquer les angles à 45 degrés. Aujourd'hui, la ville de Barcelone est une des villes les plus résilientes. Marina. Les architectes commencent à s'occuper de l'architecture, de la distribution d'espace, de l'organisation de l'espace, de trouver de nouvelles pistes. C'est ça, c'est les idées folles. Si on a commencé avec Icare en disant que les lois de la nature ne nous permettront pas de voler, on n'aurait jamais eu le Boeing. Donc il faut, justement, moi je suis d'accord pour déplacer les limites. C'est place aux architectes pour faire ça, parce que nous sommes les seuls qui sommes assez fous pour dépasser les limites du raisonnable. Donc, voilà, on décloisonne nos têtes. Ça, j'aime bien ça. Donc, c'est une piste à travailler. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleine, elle est complète. Donc, on met des gens de différents secteurs, qu'ils soient dans le légal, dans la loi, dans le foncier. Et puis, on va travailler pour trouver des solutions. Quitte à trouver des compensations aux gens qu'on va déloger, on leur donnera plus ailleurs, et puis on permettra à ces gens-là. Moi, je trouve que l'idée est... Parce que moi, je ne crois pas à la même solution pour tout le monde. Il faut trouver un panacée.
d'idées à différentes solutions. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Les problèmes sont différents, chaque site est différent, chaque population est différente.